moyens de communication n'étant plus aussi fiables qu'auparavant, les machines interférant sans cesse dans nos messages et l'armée surveillant comme toujours nos échanges, je me vois aujourd'hui contrainte de vous écrire une lettre qui vous sera transmise par pigeon voyageur pour vous faire part d'informations de la plus haute importance dans la plus exacte des sécurités. Les légumes disparaissent, c'est un fait. Depuis plusieurs années, nous nous voyons confrontés à une extinction majeure de cette part importante de notre alimentation. Nous ne possédons plus l'opportunité de planter nos dents dans la chair juteuse et sucrée d'une tomate. Tout a le goût de pollution et de poussière. Les couleurs manquent. Où faut-il en voir la cause? Doit-on pointer du doigt la 6e République et ses méthodes drastiques d'agriculture? Sur ce sujet d'urgence, j'aimerais entendre vos hypothèses et vos solutions. Certes, il y a bien eu cette politique de déléguminisation dans les cantines scolaires au début des années 2030, suite à un nombre élevé d'élèves ayant développé une intolérance aux légumes. M'est avis que toutes les transformations chimiques qui ont suivi pour recréer des légumes complémentaires aux nouveaux organismes n'ont fait qu'aggraver la situation. J'ai personnellement réussi à entretenir un bout de terrain de 4 mètres carrés sur mon toit, mais l'eau et l'espace manquent pour pouvoir créer un réel potager et sauver l'espèce des légumes. Je ne peux pas non plus prendre le risque de me faire découvrir par l'armée, qui survole assez fréquemment cette zone. J'ai entendu aussi la réussite de cultures d'aubergines sur des plateformes autonomes, mais je crains fort que nous ne puissions plus goûter aux carottes et aux artichauts. Ce n'est pas tout. Des interférences de Cinervo ont permis d'entendre la conversation entre légumes. Certes, les informations ne sont peut-être pas exactes, mais nous laissent à penser que les légumes pourraient avoir des rêves, des cauchemars et peut-être même des émotions. Des résistants de la Vegan Army nous ont ici transféré un imprimé d'inconscient de tomates. Comme vous pouvez le constater, l'espace communicationnel ne peut en aucune sorte être utilisé comme chez les humains pour exprimer l'angoisse ou l'appréhension. Mais il est cependant évident, en observant les courbes et les couleurs de ce diagnostic, que cette tomate est soumise à beaucoup de pression. Cela va vous paraître fou. Mais nous avons également réussi à intercepter le dialogue entre un chou-fleur, une courgette et un haricot. La traduction reste vague et approximative car fastidieuse. Mais il est évident que ces légumes mènent entre eux une guerre effrénée pour rester les favoris dans nos bouches. Cela me pose beaucoup de questions et je ne suis plus sûre de rien, plus sûre de quelle doit être notre position dans ce combat. Une meute de chiens a été signalée hier soir au large du campement de Saillant,
puis sur l'ancienne D93 menant à Crest et les rives de la Drôme. On parle de centaines, voire de milliers d'individus de toute race et de tous âges, apparemment en bonne santé. Les bêtes auraient, selon certaines sources, passé la nuit dans les ruines de la ZAC et les immeubles condamnés. Selon d'autres témoins, elles se seraient dispersées dans les ruelles de la vieille ville, créant de grandes frayeurs à la petite communauté vivant encore intramuros. Ce matin, cependant, aucune trace de leur présence n'a pu être constatée par notre correspondant dépêché sur place. Comme souvent dans ce genre de circonstances, les locaux n'ont pas pu s'empêcher de faire une nouvelle fois le lien avec la légende de la veneuse. Avant les lois de végétalisation alimentaire, il faut le rappeler, certaines personnes avaient pour habitude de cohabiter avec des animaux, chats ou chiens. Avec le rationnement et le changement de génération, très nombreux sont ceux qui ont continué à vivre ainsi. Une grande partie des animaux domestiques ont connu le même sort que les espèces d'élevage et ont disparu dans les années qui ont suivi. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire des gourmets de Nantes. Oui, cette société secrète du Pays de Loire, qui fournissait aux riches payeurs de toute la France des délicatesses carnées, pâtés, charcuteries. Eh bien, le scandale a éclaté au grand jour. On va reparler d'un retour de la viande de synthèse via des labos britanniques. Bon, ça va pas se très longtemps, avant qu'on découvre le véritable trafic. Mais Zulk a joué un grand rôle dans la publicité autour de ce scandale. Impure, toute viande diabolique, chien maudite, la viande de chien. Quand les fidèles sont venus mettre le feu aux cuisines clandestines, les trafiquants avaient fui de longue date. La légende de la veneuse est une légende rurale née dans la foulée. Une femme mystérieuse, échevelée, menant à travers l'Europe des troupeaux de chiens, la veneuse. On dit qu'elle rend une justice expéditive, mais aussi parfois qu'elle se contente d'accueillir. C'est une bonne mère et un ange de la vengeance. Bon. C'est aussi une histoire de Cinervaux. On la voit de plus en plus sur les écrans, à travers la France et au-delà. Rappelez-vous tout de même que face à un chien sauvage, même isolé, la plus grande prudence est de mise, et continuez de nous signaler les mouvements de leur groupe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, au nom des immigrants du monde, de demander aujourd'hui à l'Assemblée nationale la reconnaissance de notre autonomie politique. Je tiens à remercier tous ceux qui, au cours des années passées, ont œuvré pour qu'enfin ceux qui cherchaient une patrie pour prospérer trouvent leur vrai foyer.
Rien de ceci n'aurait été possible sans ceux qui ont cru à notre projet, ceux qui ont compris qu'un humain qui cherche à vivre loin de chez soi n'est pas un criminel, mais un héros. Sans vous, le changement politique majeur que nous sommes en train de connaître n'aurait pas été possible. Cette communauté que nous avons construite dépasse les clivages politiques, les conflits ethniques, raciaux, religieux. Ainsi, le débat que nous avons aujourd'hui sur notre autonomie politique n'est finalement qu'un débat de conscience entre ceux qui pensent que l'humanité doit être soumise au chaos et à la terreur, et ceux qui croient et démontrent qu'on pourra un jour vivre en paix. Michael Harani n'avait sans doute aucune idée que lorsqu'il créa sa batterie solaire, la première batterie hyper performante chargée à travers de photosynthèse, il avait aussi créé un nouveau levier économique pour tous ceux qui partaient à la recherche de Zion. Quand Sophie Kertz perfectionna l'osmose inversée, elle ne savait pas qu'elle construisait en même temps un nouveau régime politique fondé sur la solidarité. Près de 20 ans se sont écoulés depuis et nous sommes aujourd'hui la société avec l'indice de développement humain le plus élevé du monde. C'était en 2020, quand les premières colonies se sont installées ici, et malgré la répression, les contraintes, les poursuites, les invasions, nous voilà prospérés dans l'adversité contre toute attente. Nous, les doublement haïs, les doublement poursuivis, nous voilà fleurir dans le désert. On peut aujourd'hui observer notre destin commun malgré nos différentes origines. Ce désert, un des endroits les plus hostiles au monde depuis 2024, est aujourd'hui le nouveau berceau de la civilisation occidentale. Des millions d'immigrants parcourent la planète pour venir chez nous et il y aura toujours de la place tant qu'ils accepteront que nos ressources, parce qu'elles sont limitées, doivent être gouvernées en commun. Le désert est devenu la patrie de l'humanité. Au Sahara, à Atacama, en Antarctique, les nouvelles technologies permettent à l'homme de s'affranchir de la dépendance à des sources naturelles d'eau potable. Et le désert, notre ancien ennemi, est aujourd'hui devenu notre principale source d'énergie et d'inventivité. Pourtant, même si la vie des humains s'est transformée, de vieux paradigmes continuent à gouverner, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas pour vous persuader, mais pour vous montrer le chemin pris par les courageux immigrants. C'est à vous de choisir maintenant entre être à la hauteur de ceux qui, avant vous, ont pris le risque de travailler pour un futur, certes incertain, mais le seul possible, ou bien continuer à défendre ces modèles dépassés qui nous mèneront à une troisième guerre civile. C'est à vous
de choisir maintenant entre accepter l'unité politique des peuples américains sans État ou bien périr face aux volontés expansionnistes des superpuissances orientales. Merci pour votre attention. Politique internationale d'abord. La guerre civile aux États-Unis en 2020-2021, qui, suite à cet événement, abandonnent leur position stratégique à l'échelle internationale. La Chine, en 2023, déclare l'Afrique en tant que colonie. Évidemment, cet événement est suivi par la dislocation de l'ONU, puis la dislocation européenne en 2026, et enfin en 2027, l'arrêt des transports internationaux, aussi bien supertankers qu'avions, afin de limiter l'expansion des pestivirus. En ce qui concerne l'alimentation en 2040, à partir de 2022, on a observé en France une stérilisation progressive des sols au sud de la Loire. Les pesticides et les engrais les ont épuisés, il n'y a plus de matière organique. L'arrêt des échanges internationaux va conduire à une déforestation massive pour compenser les importations de bois et permettre de continuer à nourrir les animaux d'élevage. À partir de l'été 2030, il n'y a plus aucune précipitation au sud de la Loire. Les sols stériles sont alors abandonnés. La rationalisation commence pour la nourriture et désormais, les terres cultivées ne vont plus servir qu'à nourrir les humains. L'élevage va cesser dans les mois suivants et l'armée impose en France un strict régime vegan dès 2031. Comme vous l'avez entendu, des groupes carnistes s'organisent en secret pour cuisiner des animaux domestiques. Mais le basculement est irréversible vers le végétarisme, ce qui permet de limiter le gaspillage et la pollution des sols. Religion et spiritualité maintenant. En 2029, une cinquantaine de témoignages partout à travers le monde d'expériences mystiques sont récoltés. Cela mène en 2030 à la fusion des grandes religions monothéistes, ce qu'on a appelé la Grande Synthèse. La religion étant aujourd'hui en 2039 une des rares institutions à encore fonctionner à l'échelle internationale, et notamment en France via Radio Lumière. Sur le plan culturel, le clan Kardashian a établi une colonie sur Mars. Donc Kim Kardashian s'est remarié avec Elon Musk et ils inaugurent l'ascenseur spatial de Cape Town lors de leur voyage de noces en 2025. Donc le clan va instaurer sur Mars une matria monarchie. Les fans invités à rejoindre le clan suivent un programme de sélection eugénique. Ils sont ensuite triés entre une cour proche de Kim et tout un sous-prolétariat faisant office de main-d'œuvre. Une nouvelle invention est apparue, dont vous avez aussi entendu parler, c'est le Cinervo, qui permet de créer des fictions par télépathie avec des projections cinématographiques qui sont nourries des inconscients des spectateurs et spectatrices. Le Cinervo, en 2040, n'est encore qu'une hypothèse prometteuse, mais l'armée y voit déjà des potentialités militaires. Par rapport à la question de la science-fiction et de l'alimentation, ce que je projette dans le futur, c'est plus une inquiétude par rapport à la notion d'équilibre et de déséquilibre. Le poisson, ce serait par exemple la nourriture qui serait entre guillemets la plus naturelle, ce qu'on pourrait trouver dans les océans. Le problème, c'est que les océans étant très pollués, on peut se poser la question de la qualité de ce qu'on mange au naturel, alors qu'en opposition, vous avez par exemple une plante
qui serait issue de l'agriculture hors sol, donc une plante qui finalement est plus propre qu'on ne l'aura jamais vue mais qui n'a jamais vu la terre. On se place dans un futur où en fait il y a un manque de légumes et de fruits à cause de la sécheresse. Afin de se nourrir, il faut fabriquer des aliments avec des processus chimiques ou en faisant des mutations dans l'ADN des aliments. Ces initiatives, c'est à la fois de mêler science et art pour sortir des cadres normatifs de la science et pour essayer d'inventer des futurs auxquels les scientifiques n'arrivent pas à penser. Parce que, quelles que soient les disciplines et l'ouverture d'esprit des scientifiques, on est tous quand même encore un petit peu régis par nos cadres de pensée, ce qu'on a appris, ce qu'on est capable d'écrire, de réfléchir, etc. J'ai choisi en fait cette thématique de l'exploitation animale avec cette tapisserie et puis le portrait d'un cochon. Il y a à peu près 26 millions de cochons qui sont égorgés dans les abattoirs français tous les ans. Et cette accumulation énorme d'animaux, dont on ne se rend absolument pas compte de la même manière qu'on a du mal à reconnaître les motifs de la tapisserie, eh bien, elle est contrastée avec le portrait d'un individu unique qui s'appelle Freddy. Quand le scandale a éclaté au grand jour, on a d'abord parlé d'un retour de la viande de synthèse via des labos britanniques. Ça n'a pas tenu bien longtemps avant qu'on découvre le véritable trafic. Le braconnage de chiens sauvages et sa transformation en aliment à coups d'épices, attendrissement et faisandage. L'Église unique a joué un grand rôle dans la publicité autour de ce scandale. Impure toute viande, diabolique le chien, maudite la viande de chien. Mais quand les fidèles sont venus mettre le feu aux cuisines clandestines, les trafiquants avaient fui de longue date. En 2039, on était quand même dans des contraintes de ressources assez fortes. Donc on disait qu'il y avait beaucoup de problèmes d'approvisionnement, il n'y a plus d'agriculture au sud de la France, il y a plein de problématiques comme ça. Du coup là c'était juste de questionner un peu les quantités, de dire qu'en fait dans le futur on ne mangera plus pour se nourrir, mais pour ne plus avoir faim. Donc en fait on va manger des très petites quantités qui ne vont pas être forcément suffisantes, mais c'est juste comme ça on n'aura plus faim, parce qu'il y a tout ce truc de la satiété qui se déclenche. Et donc même si on n'a plus grand chose à manger, il faut garder ce rythme un peu social du repas. Et c'est ça qu'on arrive à faire, parce que même en n'ayant rien à manger, on va passer 20 minutes à table et on va pouvoir discuter, on va pouvoir perpétuer un peu cette tradition. Moi j'ai choisi de faire un travail sur le glanage, donc récupérer des invendus en fin de marché ou alors devant les magasins. Et donc quand je vais à la fin des marchés ou même dans les poubelles, il faut fouiller. Il y a un moment où vraiment il faut se mettre le nez dans les cagettes et récupérer donc tout ce qu'on trouve. En ayant un parcours un peu plus proche du design, j'ai décidé de m'engager dans une approche de design fiction. J'ai repris une méthode qui est utilisée dans le marketing, les personas, pour créer des profils de certains segments de marché dans le futur. Il est composé en 3 parties en fait, une fiche persona, une boîte qui est censée représenter, matérialiser l'objet qui vient du futur, cet objet de consommation qui correspond au segment qu'on a défini dans les personas, et ensuite un QR code qui nous permet d'imaginer comment dans le futur les gens vont interagir lorsqu'ils consomment, c'est-à-dire comment ils vont interagir avec ces objets de consommation. En atelier d'écriture, on a inventé tous ensemble le Cinervo. Le Cinervo, c'est dans un contexte où les humains commencent à avoir de moins en moins d'imagination pour créer leurs films, leurs œuvres d'art. Ils vont faire s'endormir quelqu'un et projeter ses rêves au cinéma. Et sauf qu'un jour, il y a une interférence qui arrive et on capte l'inconscient d'une tomate au lieu de celui d'un humain. Et voici à quoi ça ressemble sur l'écran. Et du coup, j'ai aussi apporté une archéologie de l'évolution des légumes. Parce qu'on est à une époque où tout ça, ça paraît de la préhistoire. On expose quand même ces reliques d'un temps passé qui paraît très très loin en 2039. Bonsoir à tous. Donc vous venez de voir une petite partie des productions de la saison 2 du comité de science-fiction
de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université et de Sciences Po pour la saison 2. Donc ce CSF, donc ce comité de science-fiction, a réuni une quinzaine de CSFistes cette année, enfin l'année dernière, pour discuter, inventer, construire et mettre en scène des futurs en 2039 et en 2040 au sujet sur les thématiques qui partaient de l'alimentation et des problèmes d'alimentation. Et donc ces étudiants et ces CSFistes en général ont travaillé avec des artistes, donc des artistes, des romanciers de science-fiction, Laurent Klotzer et Léo Henry. Il faut que je prenne mes notes maintenant. Une Anne Berchon qui est comédienne et animatrice de Théâtre Forum. Grégoire Moulin-Morabito qui est scénographe. Et c'est avec Grégoire qu'une partie des CSFistes ont fait leurs œuvres. Ada Lenerbe qui est preneuse de son. Et Bérénice Béguéry et Fabien Goutel qui sont artistes designers et qui sont en train de faire des cahiers du CSF. Le numéro 1 va bientôt être publié. Donc, je laisse la parole à Marie-Claude et Thomas pour nous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Bonsoir. Du coup, donc comme vous l'a dit Anne-Caroline, il y avait 3 ateliers principaux. Il y avait donc écriture, tout ce qui était plus théâtre et scénographie, et une partie qui était plus sur la création d'œuvres, ce que vous avez pu voir un petit peu dans le film. Donc pour ce qui était de l'écriture, en fait c'était une écriture collective où on a tous créé en fait ce monde en 2039 en faisant des tours de table. On devait tous créer un événement, un personnage, puis on faisait passer au suivant, qui rajoutait des éléments, qui rajoutait. Au fur et à mesure des séances, on a construit un petit peu tout cet univers et ça aboutit à une partie de ce que vous avez vu ce soir, mais on n'a pas pu tout mettre, c'était un petit peu trop long. Mais voilà, je vais lancer Marie-Claude vous parler du reste. Donc, à part ces ateliers d'écriture, donc il y avait une quinzaine de séances au total sur les 3 types d'ateliers. Il y avait aussi donc ce que vous avez pu voir, là, les ateliers de création artistique qui étaient menés par Grégoire. Et là, c'était plus individuel. Chacun avait une idée et développait à la fois un support particulier et puis suivait son idée. Et puis il y a eu un troisième type d'atelier, c'était du théâtre forum mené par Anne, et qui a ultimement mené à la création d'un petit spectacle qu'on a joué en septembre dernier au Musée de l'Homme, et dans lequel en fait on retraçait l'évolution de notre monde entre 2020 et 2040 à travers un dîner, le dîner du Nouvel An, qui se passait avec le même groupe d'amis, et tous les 10 ans. On les retrouvait tous les 10 ans dans la petite ville de Saint-Dizier, et on voyait comment évoluait leur conversation, ce qu'il y avait sur la table, la manière dont ils se nourrissaient. Et donc ça a été la 3e forme pour essayer de restituer un peu cet univers de 2040 qu'on avait imaginé. Donc ce comité de science-fiction, il a donc 2 ans d'existence et il a été inventé pour nous aider à dépasser, comme on l'a dit dans le film, à dépasser un petit peu tous les formatages de la pensée scientifique pour pouvoir inventer et construire des mondes post-transition écologique. Et pourquoi on a fait de la science-fiction? Pour directement passer de l'autre côté, ou dans très longtemps, ou dans moins longtemps, puisque finalement 2040, c'est vraiment dans pas longtemps du tout. Mais il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a inventé, que les CSFistes ont inventé ces mondes avec des artistes et des chercheurs, on revient présenter ces mondes à vous, à nous, à d'autres gens, pour essayer de comprendre et de faire réagir et de voir comment est-ce que chacun d'entre nous, en tant que spectateur, lecteur ou des œuvres, ou juste en voyant les œuvres, comment est-ce que ces œuvres peuvent nous faire réagir et questionner sur le monde actuel et sur la façon d'aller ou de ne pas aller dans les mondes qui sont produits. Voilà. Donc la parole est à vous, puisqu'on vous a montré juste comme ça toutes les œuvres, une partie des œuvres et des créations que les CSFistes ont produit cette année. Merci pour ce partage. C'est vraiment très très intéressant et très riche ce qui a été fait et ce que vous nous avez présenté. Je m'interroge sur les productions, donc je suppose que c'est qu'une partie que vous nous avez montrée. Je m'interroge sur le fait, y avait-il des projections
plutôt joyeuse et positive, parce qu'on reste encore dans la dystopie, ce que je trouve très intéressant, parce que je pense que là aussi on a peut-être un verrou mental à dépasser. Et juste pour savoir si dans la variété des réponses et des retours, est-ce qu'il y a eu des propositions qui seraient, à mon sens, plus joyeuses que celles qui nous sont proposées là ce soir. Alors, je vais commencer, parce que moi je n'ai pas du tout participé aux créations. Et j'ai eu à peu près la même réaction que vous quand j'ai vu les productions de cette année. Et quand j'en ai parlé avec Léo Henry, le romancier qui a accompagné les CSFistes dans la production de Ce Monde, il m'a dit « Ah bah non, mais nous on s'est éclatés. On a beaucoup rigolé en faisant tout ça. » Donc maintenant je vais laisser la parole aux CSFistes. Ouais, alors oui, c'est vrai que nous on s'était plutôt bien amusés en faisant tout ça. Après évidemment là il y a plein de choses que vous voulez pas, il y a des trucs avec des clans de poulets autonomes qui ont muté, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément pu mettre. Mais je pense que c'est un truc un peu aussi expiatoire, enfin c'est amusant d'imaginer comment ça peut tourner au pire et les trucs. Après il y a plein de choses qui se passent pas trop mal non plus, enfin la fin de la mondialisation, il y a des gens qui trouvent ça bien, d'autres moins bien, mais il y a plein de choses qui sont assez subjectives finalement. Voilà, je sais pas si tu voulais. On avait quand même fini par une vision un peu utopique avec la refondation d'une nouvelle humanité en Antarctique. On s'était dit que voilà, enfin c'est un peu ce dont il est question dans un des textes, dans ce texte qui fait allusion au désert, mais on avait un peu plus élaboré sur le fait que l'Antarctique c'est une terre qui est attribuée à aucun État aujourd'hui, et donc ça apparaît comme un endroit difficile à gérer, mais qui est ouvert à des personnes de toutes les nationalités. Et donc, on avait au moins cette issue de secours, en plus de la colonisation de Mars par les Kardashians. Bonsoir. Bon, bravo, c'est toujours passionnant ce que fait le CSF. J'avais une question justement sur la question de la réception, parce que quand on travaille sur la question du fiction, futur, etc., on se dit tous, on va faire un choc et puis ça va faire changer les gens, mais est-ce qu'on peut travailler plus loin sur le fait que ça fasse ou pas changer et de quelle manière? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce que vous avez essayé de travailler un peu sur cette articulation, soit dans le champ scientifique, avec des scientifiques, pour voir dans quelle mesure, ou avec des décideurs publics, privés, d'autres? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et donc le CSF, il a vraiment été construit comme un fusée à 2 étages. Donc le premier étage, c'est toute la création que les CSFistes font avec des artistes. Et ensuite, il y a le retour dans la vie actuelle. Et comment est-ce qu'on fait? Donc actuellement, en fait, la montée du premier étage, elle est déjà bien longue. Et elle a pris plus de temps que ce qui était forcément imaginé au début. Et donc on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut revenir dans la vie réelle et dans la vie de maintenant et comment ça se passe. Donc ça va commencer avec, je sais que ITE, l'Institut de la transition environnementale, veut organiser des séminaires scientifiques où on présente les résultats du CSF à des scientifiques pour voir un peu leurs réactions. Il y a d'autres projets de recherche qui sont en cours de finalisation, de montage, on va dire, pour voir comment la lecture de nouvelles, par exemple, ou regarder les films qui ont été, le film qui a été produit, etc., peut parler à des personnes de diversité, avec une grande diversité, pas que des scientifiques. Mais ça, c'est encore quelque chose à faire. Oui, pour rebondir sur la question précédente, en fait, il y a des communautés scientifiques qui construisent des scénarios. Donc, est-ce que justement, ça serait pas intéressant d'interagir avec ces communautés scientifiques pour voir justement dans quelle mesure ce que vous avez construit, ça peut leur suggérer justement des angles et des perspectives auxquelles ils n'ont pas encore pensé. Parce que souvent, dans la construction de scénarios, c'est quand même assez sophistiqué sur le plan qualitatif. Ils essayent justement d'imaginer différentes tendances et de prendre en compte différentes conceptions du monde. Donc, il y a savoir-faire, une expérience qui existe déjà, qui peut être, du coup, ça peut être intéressant de voir justement comment vous pouvez interagir avec eux.
Moi, ça me semble une évidence qu'il faut continuer comme ça, mais c'est ce que Anne-Caroline a dit. C'est le projet n'en est qu'au début, et c'est vrai que on est parti sur un projet vraiment de science-fiction, c'est-à-dire on s'est dit on va pas faire du diagnostic et puis des projections quantitatives. Donc, on a eu quelques réunions scientifiques, mais l'idée c'était vraiment beaucoup plus de se laisser aller à des intuitions sans être très formaté par des données qu'on aurait pu nous fournir. Je m'interroge sur le dispositif. Est-ce que vous avez eu un corpus commun de films un petit peu qui ont notamment été beaucoup joués entre les années 70 et 80, assez dystopiques? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que, moi maintenant, je suis en région Bretagne et il y a pas mal aussi d'initiatives très locales où on se projette, par exemple le golfe du Morbihan en 2070, où il y a plusieurs villes ou communautés de communes, d'ailleurs, je devrais dire, qui font cet exercice de futurisation. Et ce serait intéressant peut-être de croiser justement ces regards. Je suppose que Paris a fait la même chose d'ailleurs, mais comme je ne suis plus trop dans les courants de tout ça. Sur le corpus, alors je pense, il y en a plein qui sont venus déjà dans ce comité de science-fiction. Moi, pour ma part, j'aime bien la science-fiction, j'ai lu pas mal de bouquins, etc. Mais il y en a plein qui sont venus dans ce comité en n'ayant même jamais vu spécialement ou être fan de trucs de science-fiction. Je crois que même Anne-Caroline, c'était pas du tout son truc spécialement à la base. Et on a eu un peu une phase, en fait on avait un forum, c'est que je vous ai pas dit pour l'écriture, on avait un forum en ligne où on avait plein de thèmes, on allait déposer déjà tout ce qu'on avait fait en séance, donc on gardait comme ça une trace en commun de tout ce qu'on avait. Et en plus, on avait des éléments, on allait justement poster tous des films qu'on avait aimés, des livres qu'on avait aimés, etc. Partager un peu de ce genre de contenu et d'avoir des choses un peu en commun là-dessus. Je sais pas si ça répond à votre question. Et pour les trucs de projection, alors éventuellement, je sais pas, ça pourrait être intéressant, mais je pense que c'était vraiment pas le même exercice au sens où en général les communautés de communes, les villes, ils essaient d'avoir un truc un peu cohérent avec leurs acteurs du territoire, etc. Ce genre de trucs sur. Ou alors, je sais pas, on parle peut-être de la même chose et j'ai pas vu les mêmes choses que vous, mais nous, il y a plein de choses incohérentes dans ce qu'on a fait et on s'est pas vraiment posé la question justement d'aller dans le détail de certaines choses et voilà. Faut pas dire que vous aviez des choses incohérentes parce que la science-fiction, vous avez créé des mondes qui étaient cohérents, ils sont pas cohérents avec la réalité actuelle, mais ils sont cohérents entre eux. Le monde, il est cohérent. Et je pense, en tout cas moi, je le vois comme cohérent. Après, pour répondre à votre question, il y a énormément de choses qui se font maintenant sur inventer des futurs à toutes les échelles, à tous les niveaux territoriaux et aussi avec de la prospective et avec des arènes de scientifiques. Donc heureusement qu'on a une diversité de formes d'invention des futurs parce qu'on en a sacrément besoin, et notamment pour inventer des futurs qui ne sont pas uniquement des futurs dystopiques. Donc ça c'est mon point de vue. Et donc, mais que les CSFistes aient inventé un futur qui paraît dystopique quand on le regarde, c'est intéressant aussi à expliquer et à comprendre pourquoi vous êtes arrivé à un monde dystopique, même en s'amusant beaucoup. Et voilà. Et qui paraît dystopique à ceux qui le regardent. Et ce que dit Thomas, c'est que c'était pas forcément tout n'est pas dystopique pour eux en tout cas. Bonsoir. Du coup, moi j'ai une question par rapport au futur. Et c'est quand le futur en fait pour vous? C'est-à-dire que vous avez mentionné des dates, 2040, 2050, 2100. Et est-ce qu'il y a eu un choix à un moment donné, 2039 je crois que c'est ça. Pourquoi ce choix-là finalement? C'est que dans 20 ans, 19 ans c'est un tiers de génération. Alors ça c'était juste la seule contrainte qu'on nous a opposée au début pour ce qui était de l'écriture. En tout cas, le reste c'était beaucoup plus large. Mais pour l'écriture, c'était on va écrire quelque chose qui se passe en 2039 en France. Voilà, ça c'était la seule contrainte de départ. Et donc après, on a construit tout plein d'événements, etc. Mais le futur, il commence. Il y a même des choses qu'on vous a pas dites parce que c'est déjà pas réalisé. Il y avait, les trucs de 6ème République, machin. C'était déjà en 2019, comme on a commencé au début de l'année. Voilà, donc ça s'est déjà pas passé. Mais c'était quand même le futur. Nous, on a vraiment pris. C'était au moment où on écrivait jusqu'en 2039, quoi. Je sais pas si tu veux. Un truc.
Est-ce que ça a eu une influence sur la capacité justement d'imaginer des choses improbables ou incohérentes? Le fait est qu'on s'était pas dans 150 ans ou dans 200 ou dans 1000 ans ou je sais pas quoi, donc on devait quand même avoir un minimum de... Enfin, la racine de ce futur était pas si loin, donc il fallait quand même partir sur des trucs à peu près cohérents, mais après ça peut empêcher des poulets et des colonies sur Mars d'arriver, donc ça reste... On en a pas parlé, mais il y a des poulets transgéniques qui ont créé des clans autonomes. Des clans autonomes un peu partout dans le monde, suite à des expériences qui ont mal tourné. C'est des choses qui arrivent. Merci. En fait, quelques questions sur le processus. Est-ce que je comprends bien en disant que quelque part il y avait l'atelier d'écriture qui était une espèce de sous-bassement de l'ensemble et qu'ensuite il y avait d'autres choses, ou voilà, est-ce que vous construisiez un monde dans lequel différentes créations se produisaient, ou est-ce que l'atelier de théâtre forum artistique d'écriture était fondamentalement indépendant les uns des autres? Et pour continuer la question sur le futur, j'ai compris sur l'échéance, mais est-ce que vous avez commencé par la fin, par le début, ou c'était pas votre problème? Comment vous avez procédé pour raconter ces histoires? Par exemple, vous me dites, on a commencé par 2019, mais est-ce que vous avez vraiment fait ce chemin-là, ou est-ce que ça s'est pas produit d'une autre manière? Alors en fait, au début, on avait beaucoup d'exercices pour un peu se lancer, un peu se lâcher dans l'écriture. Et puis à un moment, Léo nous a dit bon ben voilà. Et puis on faisait tourner beaucoup les textes, on travaillait sur les idées des uns des autres. Bon, donc il y avait des idées qui apparaissaient comme ça. Et à un moment, Léo a dit bon, vous allez me sortir 3 dates entre 2019 et 2039. Et puis vous allez me dire ce qui se passe. Et en fait, globalement, on arrivait, c'était assez drôle d'ailleurs, et ça s'est passé à peu près au milieu des séances, on est arrivé à quelque chose qui était finalement assez cohérent. On sait tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde avait 3 dates, voilà, lançait ces 3 dates avec les événements associés, et voilà. Et après, je pense qu'on a travaillé un peu pour ajouter un peu de chair à tout ça. Et mais le théâtre, c'est vrai, par contre, a été... alors c'est pareil, il y avait des séances de théâtre qui étaient vraiment des séances pour mieux se connaître, pour interagir. Mais à la fin, le spectacle a vraiment été complètement inspiré de ce qu'on avait créé par l'écriture. C'est l'atelier graphique en fait qui a été le plus indépendant parce que vous voyez d'abord il y a une liberté qui est donnée par le dessin et donc même si en fait l'idée c'est que la cohérence elle est donnée parce qu'on a une espèce de culture commune au bout d'un certain nombre de semaines passées ensemble, mais là c'était plus du tout dirigé. Vraiment chacun a eu son projet graphique indépendant. Dans l'exposition, en 2019, on voyait des enfants dans la salle, entre autres. Est-ce qu'ils avaient l'air intéressés? Est-ce que vous avez pu voir un peu leur réaction à ce type de réflexion, de ce type de pensée? Et est-ce que vous auriez pensé éventuellement à en inviter certains à vous joindre pour des groupes de réflexion plus tard, avec d'autres visions, d'autres façons de faire, d'autres moyens d'expression? On n'a pas vraiment, enfin moi, de mon point de vue, l'exposition qui s'est passée le 11 novembre, c'était un petit peu trop improvisé pour qu'on puisse regarder ce qui se passait avec les enfants. Et en ce qui concerne l'invitation à avoir d'autres publics, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux ou autres que des étudiants, puisque ce sont principalement des étudiants et des étudiantes qui sont venus, c'est une idée qu'on a pour les prochaines saisons du CSF. On n'a pas encore trouvé les moyens de la mettre en œuvre le mieux possible. Mais oui, mais en tout cas, ce serait vraiment très intéressant de diversifier les points de vue et
les entrées en fait, en fonction des différentes. Il y a aussi d'autres mini CSF ou copyright CSF qui sont en train de se faire dans d'autres universités. Donc peut-être qu'on va arriver petit à petit à avoir aussi une diversité. Ici c'est des étudiants, mais avec d'autres dans d'autres pays ou dans d'autres villes, quoi. Est-ce que dans le dispositif CSF, il y a une volonté de créer une communauté de pratique des CFistes? Comment vous vous appelez? Je me rappelle plus. C'est des CSFistes. Alors, oui, il y a une volonté de créer une communauté. Pour l'instant, elle n'est que volonté. Mais bon, il y a 2 saisons, il y a 2 promos, entre guillemets. La première saison, c'était différent parce que c'était des étudiants qui ont été accompagnés par un autre auteur de science-fiction, Laurent Klotzer, et Anne Berchon en Théâtre Forum. Donc, ils étaient que 2. Et là, les étudiants volontaires avaient fait des ateliers, ont écrit des nouvelles. Hein. Chaque étudiant a écrit une nouvelle, aidé par Laurent Klotzer. Donc actuellement, il y a 9 nouvelles plus celles de Laurent, donc 10 nouvelles qui sont en cours de finalisation de publication. Et donc, dans 2 mois, normalement, nous aurons les numéros 1 des cahiers du CSF. Et les agriculteurs, alors je ne les ai pas toutes vues, mais est-ce que les agriculteurs sont présents, leurs relations avec les consommateurs, ou bien vous n'avez pas du tout considéré cet aspect-là? En fait, on considère, c'est comme la thématique, c'est sur l'alimentation, c'est sûr que toute la question d'agriculture, en tout cas pour moi, elle était extrêmement présente. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces problèmes de sécheresse dans le sud de la France, qui stérilisent des sols. Parce que des sols qui sont déjà très abîmés par les pesticides, les intrants, les engrais, et donc cette réduction des sols, elle va faire qu'on va arrêter l'élevage, parce que l'élevage c'est un gaspillage énorme. Donc quand il faut 10 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de bœuf et qu'on n'a plus d'espace pour l'agriculture, on arrête les bœufs et on consomme directement les céréales et les légumineuses au lieu de. Donc oui, je pense c'était présent dans ce sens-là. Mais les individus il y avait. Un étudiant en agronomie, non, je sais plus. Pardon, au niveau des membres... Dans le processus de création, est-ce qu'on a rencontré des agriculteurs? Est-ce qu'on a fait intervenir? Il y avait aussi une histoire, on finit en 2039 par exemple, il y a une nouvelle souche de champignons, un claviceps qui a muté, et normalement c'est un champignon qui attaque le seigle, et puis maintenant il commence à attaquer le blé, et puis ça se propage très vite, et on termine sur... il y a quelques récits qui sont en rapport avec le fait que si c'est une pandémie qui se répand, parce que on n'a toujours pas adapté nos cultures, on n'a toujours pas diversifié nos cultures, donc on reste avec des espèces de clones qui sont cultivés dans toute l'Europe, et un champignon unique peut aggraver encore une situation qui est déjà rendue précaire par la raréfaction des sols. Bon, mais c'est vrai il y avait des histoires avec des agriculteurs, mais c'était dans des récits. Dans les autres nouvelles, j'avais souvenir qu'il y avait une ou deux mentions justement des quotidiens d'agriculteurs, de choses comme ça, mais j'ai plus en tête tout ce qui a été écrit, alors je peux répondre avec certitude. Comment devenir CFiste? Faut aller aux conférences d'Anne-Caroline. C'est comme ça que je suis tombé sur le truc, et puis j'avais complètement oublié, ça avait dépassé la date limite, mais j'ai envoyé un mail et puis voilà, finalement je me suis retrouvé là-dedans. Ouais, j'étais étudiant à l'époque. Donc le CSF, il est actuellement, donc les deux saisons précédentes ont été ouvertes essentiellement à des étudiants, mais aussi à des chercheurs et chercheuses du muséum, à l'occasion de la diversification. Et donc, ce qui était intéressant dans les 2 saisons, c'est que tous les CSFistes étaient vraiment très divers, à la fois en âge, donc de la première année de fac jusqu'à la thèse, jusqu'à après,
et dans les disciplines. Donc à la fois il y avait une jeune femme qui était en littérature comparée américaine, et puis des gens qui étaient en école d'ingé en mécanique, une doctorante en maths, et quelqu'un qui était infirmier. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du groupe et du travail et des réflexions et des imaginaires qu'ils peuvent avoir. La richesse du groupe de CSFistes, l'accompagnement le double accompagnement avec des artistes qui sont notamment les 2 romanciers de science-fiction qui sont vraiment des romanciers qui travaillent du comité du groupe Zanzibar en fait qui travaillent en science-fiction, et puis d'autres artistes qui se connaissaient pas mais qui commencent à créer un groupe d'artistes du CSF qui est très soudé, et tout ça en lien avec des chercheurs et des chercheuses qui sont motivés. Donc il faut faire un appel à ITE et au muséum et à Sciences Po et à tout le monde pour que le CSF puisse augmenter, prendre de l'ampleur, et à ce moment-là avoir des groupes qui soient beaucoup plus mixtes. Mais il faut pas que les groupes soient trop nombreux non plus, parce que sinon ça peut pas se faire. Donc diversifier les groupes avec des groupes de plus en plus mixtes, ça peut être vraiment très intéressant. Donc tout est ouvert en fait. Bonjour, je voulais savoir s'il existait une plateforme pour retrouver vos travaux, si on pouvait suivre un peu l'actualité et les travaux qui ont pu émerger grâce au CSF. Pour l'instant, le CSF, vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut de la transition environnementale. Et là, vous avez un onglet CSF. Bon, cette plateforme n'est pas très alimentée pour l'instant. Elle va l'être. Il va y avoir les publications, les sorties. Et il y a déjà le film, en version 5 minutes et en version 25 minutes. Je vais inviter l'ensemble des actrices et des acteurs de cette soirée qui était dans un format du cousu main. Donc je vais inviter dans l'ordre chronologique Chantal Mélior nous rejoindre sur scène pour avoir en toute complicité mis en scène les 3 textes choisis. Ça n'a pas été facile de choisir des textes, mais voilà, on a essayé de diversifier et vous donner une idée des œuvres littéraires. Je vais inviter Sandrine Baumage et César Forger sur scène, et je vais vous demander de les applaudir tous et toutes.